Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le projet de loi de finances rectificative gestion 2020 adopté par les députés au Parlement à Porto Novo, introduit par le gouvernement, le dit projet prend en compte d'importantes mesures sociales. Installation des membres du comité électoral pour les élections professionnelles. L'opération a été conduite par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse. La gestion de l'information en période de crise sanitaire, la question était au cœur d'un atelier de formation au profit des acteurs des médias. L'initiative est portée par le Conseil national du patronat de la presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h amenée à 19h du fait de la Champions League africaine. Et nous revenons sur cette importante actualité, le gouvernement qui va faire débloquer 15 milliards de francs CFA en vue d'apurer les arriérés au titre de 2016 au profit des travailleurs. C'est une importante décision issue de la rencontre que le chef de l'État a eue en début de week-end avec les partenaires sociaux. Jérôme Moubo, Jean Obim. La séance de travail de ce vendredi à la présidence de la République revêt une importance capitale pour l'exécutif et les partenaires sociaux. Après avoir remercié ses hôtes pour l'ouverture au dialogue, Patrice Talon fait observer qu'en 2016, son gouvernement a hérité d'une situation très difficile. Presque 94 milliards qui vous étaient dus. Le pays tel qu'il fonctionnait et les revenus dont dispose le pays et les revenus qu'on peut même projeter ne donnaient aucun espoir. Mais le ciel nous aidant et les Béninois dans leur ensemble faisant ce qu'il faut depuis, parce que le pays est davantage au travail, le pays fait des efforts, le gouvernement a un peu plus de moyens que même ce que nous avons prévu en arrivant. Cela de notre mérite commun, cela de votre mérite, du mérite des travailleurs, des Béninois tout entier. Nous parvenons à honorer partiellement les engagements au-delà de notre espoir au début. Les conséquences des engagements pris par les gouvernements précédents sont lourdes financièrement, mais le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Nous avons pris l'engagement de les honorer automatiquement au jour le jour. Pour ce qui concerne les incidences financières de ces engagements-là. Et effectivement, depuis notre arrivée, les corrections, les reclassements, les ajustements des salaires sont désormais faits automatiquement et les paiements des salaires correspondant à ces ajustements-là sont devenus automatiques depuis. Je peux dire que nous avons fait l'effort, nous, d'assurer le paiement régulier de tout ce qui est dû aux travailleurs depuis que nous sommes là. Ce n'est pas rien. Et je voudrais qu'il soit confirmé que nous le faisons. On a apuré également par plus de la moitié des dettes antérieures à notre arrivée et nous avons accumulé aucune dette à l'endroit des pensionnés depuis. Ces éléments-là, est-ce que cela est bien conforme à ce que vous savez? Ces éléments, vous pouvez les vérifier au niveau du Trésor, savoir que nous payons. Et nous avons payé à date d'aujourd'hui 52 milliards. Depuis notre arrivée, la revalorisation des pensions
est désormais chose acquise et les pensions sont payées automatiquement sur la base de cette revalorisation. Désormais, toutes les pensions sont payées automatiquement sur cette base-là. Mais 49 milliards étaient dus aux pensionnés au titre de cette revalorisation indiciaire de 25%. Des 40 milliards qui étaient dus, que nous sommes venus trouver, nous avons payé 26 milliards 700. Et nous n'avons aucune dette vis-à-vis des pensionnés à l'issue de cette revalorisation. Ainsi, on note que sur près de 94 milliards de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé à ce jour 52 milliards. De même, pour 49 milliards de dettes envers les retraités, près de 27 milliards ont déjà été payés. À cela s'ajoutent près de 7 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de francs CFA de primes de risque. Soit au total, sur 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards ont effectivement été payés, soit plus de 50% de niveau de paiement. Les partenaires sociaux ont salué les efforts fournis par le gouvernement, mais ils souhaitent qu'il fasse mieux. On sent qu'il y a un effort qui a été fourni. Près de 50%, sinon plus de 50% des dettes payées, c'est important. Et sur les 173 milliards, nous constatons qu'il y a encore environ 86 milliards à payer. Alors, moi, ma doléance serait qu'au-delà de l'effort fourni par le gouvernement actuellement, de 1 milliard mensuel, que nous puissions discuter et voir si le gouvernement peut fournir un peu plus d'efforts. Quand on crie pour dire qu'il faut revoir le SMIC ou bien le point indiciaire, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement, et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés. C'est très appréciable. Et je crois que j'ai fait partie donc de la délégation qui a rencontré en son temps le ministre des Finances. C'était au cours de la commission permanente de négociation gouvernement central syndicale que nous avons eu l'information et nous avons demandé à rencontrer le ministre des Finances, qui nous a aussitôt reçus pour nous donner le contenu de ces 1 milliard qui sont prévus pratiquement tous les mois. Nous devons de vous en remercier et d'encourager le gouvernement à en faire davantage. Ces travailleurs qui viennent vers nous et qui posent le problème, quand ils sont satisfaits, n'arrivons pas à être informés. Donc, heureusement, il y a ces satisfactions de nos doléances que nous ne savons pas et que cette réunion que vous avez initiée nous a encore éclairé sur ce que le ministre des Finances nous a dit quand nous avons entendu que des milliards se passaient chaque mois pour régler les dettes. C'est déjà reluisant que ces travailleurs aient satisfaction. Le gouvernement fait l'effort, en plus de l'apurement des dettes, de ne plus en accumuler. Nous sommes en mesure, donc avec cette volonté, rentrant dans le cadre de l'effort exceptionnel que nous sommes en train de faire dans cette période-ci. Nous allons au secours des entreprises, nous allons au secours des plus faibles, nous allons au secours de la santé, nous pouvons également aller au secours des travailleurs qui également sont impactés. Les travailleurs peuvent avoir l'impression qu'on ne fait rien pour eux, à raison, même s'ils sont les moins concernés. Mais les effets indirects frappent également le panier et la poche des travailleurs. Bonne nouvelle, Patrice Talon annonce la prise en charge par son gouvernement avec effet immédiat des dettes de 15 milliards découlant des engagements pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'à ce jour, à savoir les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être à la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort.
Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens, chacun autour de lui, pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches, ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances, et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Et je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyens. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations, ses engagements et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Les partenaires sociaux ont souhaité que de telles rencontres se pérennisent. Les députés de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin, réunis en plénière cette semaine dans le cadre de la 5e session extraordinaire de l'année, ont examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2020, un projet de loi introduit à l'Assemblée par le gouvernement. C'est le président Louis Vlavonou lui-même qui a présidé la dite séance plénière en présence du ministre Romuald Wadani en charge de l'économie et des finances. Firmin Bassao. C'est par une procédure d'urgence que les parlementaires, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Louis Béhounou Vlavonou, ont décidé d'examiner le projet de budget général de l'État gestion 2020 remanié en raison de la pandémie du coronavirus. En effet, l'exécution du budget pour la gestion 2020 est appelée à se dérouler dans une conjoncture économique moins bonne que prévu en raison des impacts négatifs de la COVID-19 qui a secoué le monde au cours de cette année. Au Bénin, plusieurs secteurs d'activité ont été touchés. Des mesures urgentes ont été prises, ainsi qu'un appel à la solidarité nationale et internationale. Il fallait donc remanier le budget pour contenir la nouvelle donne. Un vote passé comme une lettre à la poste à l'unanimité des députés. L'Assemblée nationale a adopté la loi 2020-30 portant loi de finances rectificative pour la gestion 2020 à l'unanimité des députés présents et représentés. Selon le rapport présenté par l'honorable Gérard Benonchi, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, les ressources de la loi portant loi de finances rectificative pour la gestion 2020 sont équilibrées en ressources et en charges à la somme de 2167 milliards 99 millions de francs CFA contre 1986 milliards 910 millions de francs CFA, soit une hausse de 180 milliards 189 millions de francs CFA correspondant à un taux d'augmentation de 9,1%. Du document présenté par le ministre des Finances et de l'Économie, il ressort que la hausse s'explique par la prise en compte du budget de l'État, des dépenses d'urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages, de même que par des mesures de facilitation d'accès au crédit, d'une part, et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires, d'autre part. Lors des débats qui ont précédé le vote de la dite loi, les députés ont salué les efforts consentis par le gouvernement dans la gestion transparente au plan financier et budgétaire de la pandémie de la COVID-19. Ils se sont surtout réjouis des mesures qui ont été prises par le gouvernement Talon pour préserver les activités économiques et contenir le mal.
Ces mesures qui d'ailleurs ont fait école dans la sous-région et même en France. D'autres préoccupations des députés ont essentiellement tourné autour des précisions sur les bénéficiaires de l'exonération de la TVM au titre de 2020, de la prise en charge des factures d'électricité et d'eau des sociétés dans le cadre de la riposte de la pandémie de la COVID-19, de la nécessité d'élargir aux enseignants des écoles privées les mesures sociales induites par la COVID-19, des dispositions prises pour assurer le remboursement effectif de crédits de TVA aux entreprises, des dispositions prises pour assurer la résilience de l'économie béninoise à la persistance ou à la résurgence de la COVID-19. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adiatou Matisse, a officiellement installé les membres du comité électoral en charge du pilotage de la 3e édition des élections professionnelles nationales au détour d'un point de presse qui s'est tenu à Cotonou. Suivons ici un extrait de son allocution au micro de Igor Ayosso et de Robert Copin-Dor. Mesdames et messieurs les membres du comité électoral national, vous convenez avec moi qu'il s'agit pour vous, lors des travaux du comité, de relever un défi majeur par votre capacité à transcender les clivages de divers ordres pour l'organisation des élections professionnelles transparentes, susceptibles d'assainir le paysage syndical de notre pays et d'offrir aux gouvernants des interlocuteurs régulièrement élus. Ce sont là les conditions pour asseoir un dialogue social constructif, franc et dynamique pour le plus grand bonheur des travailleurs sur toute l'étendue du territoire national. Par l'adoption de ces 2 décrets, le gouvernement a joué sa partition à cette phase du processus. La balle, mesdames et messieurs les membres du comité, est désormais dans votre camp. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, est tout à fait disposé à accompagner convenablement le processus jusqu'à son terme. Il revient entre autres à votre comité de se doter très rapidement d'une feuille de route devant nous permettre d'organiser ces élections dans les meilleurs délais possibles. En tout cas, avant la fin de l'année 2020. C'est un souhait. Et je garde l'espoir que vous ne ménagerez aucun effort pour que la 3e édition des élections professionnelles nationales devienne une réalité dans les tout prochains mois. C'est sur cette note d'espoir et de conviction profonde que je déclare solennellement installés les membres du comité électoral national pour la 3e édition des élections professionnelles nationales, tout en souhaitant plein succès à vos travaux. Les responsables, en attendant de passer à ce sujet, nous allons parler donc d'une question d'actualité. Eh bien, la ménopause, comment garder le sourire? Vous le savez, dans la vie d'une femme, elle survient entre 45 et 50 ans. La ménopause, on sait qu'on y viendra, mais généralement, on n'y est jamais suffisamment bien préparé. Avec Rachida Biomaman et Michi Elegbe, nous allons tenter à l'occasion de ce 18 octobre, Journée mondiale de la ménopause, de comprendre ce phénomène naturel qui bouleverse la vie affective et physique de la femme. Martine, 54 ans, est une ménagère en pleine ménopause. C'est à un rendez-vous avec son gynécologue qu'elle accepte d'évoquer avec nous ce tournant de sa vie abordé il y a 14 ans. Chez moi, c'est à 43 ans. À 43 ans, à partir de 40 ans, j'ai commencé par mes menstrues là. Ça vient tardivement. Ça peut faire 5 mois, 4 mois, et je vais trouver. Je transfère. Des fois, la fatigue vient. Je m'énerve un peu, mais pas trop. Irrégularité du cycle, maux de tête, prise de poids, crise d'angoisse et bouffée de chaleur aussi pour Colette, une quinquagénaire, mais encore. La plante du pied là, c'est comme si tu marches là, c'est comme si tu piétines des cailloux. Tu piétines des cailloux, ça fait tellement mal qu'on n'arrive pas, beaucoup n'arrivent pas à supporter.
Les symptômes peuvent varier de mille et une façons. Mais quel est donc ce phénomène pourtant attendu qui chamboule si tant la vie de milliers de femmes et comment l'expliquer? La femme a un stock d'ovules, ça finit. Et donc, ça entraîne donc des troubles hormonaux, surtout sur le plan oestro-progestatif, c'est-à-dire l'estrogène et le progestérone. La ménopause, c'est un phénomène qui est naturel, un phénomène physiologique qui est naturel, qui est simplement caractérisé par l'arrêt des menstrues, communément appelé les règles. Et qui dit arrêt des menstrues, dit arrêt de la procréation, arrêt de l'ovulation et donc plus de grossesse. Il faut savoir que la ménopause n'est pas un phénomène qui survient brutalement. Elle est souvent précédée de la préménopause, dont les signes s'installent en moyenne autour de 40 ou 45 ans et durent plusieurs années. La femme, avant, pour avoir ses règles, peut te dire que non, j'ai mal à la tête, j'ai mal au sein, les seins sont tendus. C'est la femme qui, de temps en temps, devient plus ou moins irritable, vous comprenez? Elle te dit, mais docteur, j'ai chaud dedans. Et quand vous prenez la tension, elle est normale. C'est ça qu'on appelle les bouffées de chaleur. Il y a pas mal de choses qui peuvent, n'est-ce pas, amener à dire, tiens, attention, c'est un signe d'appel. La peau n'est plus comme avant, pas que ça devient friable comme une vieille, mais vous sentez quand même que la texture n'est plus la même. Elle devient irritable, elle a des arthralgies parfois, elle perd même les cheveux. C'est pour cela qu'il faut se rendre à l'hôpital dès qu'on a ces signes. Certaines femmes, en revanche, entrent en ménopause précocement ou tardivement. L'âge idéal, c'est de 45 à 50 ans. La dame doit s'attendre à la disparition des règles. Mais il existe les ménopauses précoces qui peuvent survenir à 37 ans, à 38 ans, à 39 ans, à 40 ans. Et donc, la bière, l'alcool, ce ne sont pas des comportements qu'il faut avoir, d'accord? Et aussi d'autres qui sont des ménopauses tardives. La dame va même au-delà de 50 ans. Pour beaucoup de femmes, la ménopause est source de souffrance. Mais Martine l'assure, pour elle, ça a plutôt été une libération. Si on met ça en tête là, c'est ça qui perturbe l'organisme. Moi, je n'ai pas eu peur. Lorsque ça m'est arrivé, je suis contente même. Pour ne pas tomber en grossesse et Voilà une dame qui vous dit, elle s'y est préparée. Elle n'est même pas allée voir un médecin par rapport à... Parce qu'elle savait, elle s'y attendait. Et c'est même ça qui est bien. Dans la perception masculine, une femme ménopausée est une vieille femme desséchée et aigrie dont personne ne voudrait plus. Serait-ce une maladie? Non. Est-elle synonyme de vieillesse? Pas toujours. Signe-t-elle la fin de la sexualité? Non, même si la libido en prend un coup. L'amour, des fois, je n'ai pas envie de faire ça. Mais ça, des fois, ça me plaît. Mais ce n'est pas comme au début. Si tu es ménopausée, quand tu ne fais pas vraiment d'efforts là, tu n'as même plus envie de toucher garçon. Il va essayer de te ramener par des petits trucs là. Avant que toi-même tu vis un peu. Mais sans vous mentir, l'homme aussi, à un certain âge là, il n'a plus tellement de force comme il en avait. Donc même s'il t'oblige là, c'est pour quelque temps. Si l'on y prend garde, tous ces changements peuvent affecter négativement la vie du couple. Ah, l'homme doit être très doux, très tendre. Même si chez nous, la spermatogenèse est continuelle et qu'il y a une avidité, n'est-ce pas, d'envie de faire l'amour, mais tu dois savoir quand même que tu n'as pas affaire à une jeune fille où la libido n'est plus la même comme au départ et qu'on doit aller tout doucement et évoluer tranquillement, faire gagner du plaisir à votre partenaire et je crois quand même que ce n'est que du bonheur pour tout le monde. Heureusement, même si la ménopause ne se guérit pas, elle se soigne. Une femme ménopausée, pourquoi ne pas faire son sport? Pourquoi ne pas aller à la piscine? Pourquoi ne pas marcher? Pourquoi ne pas faire du vélo? D'accord? Pourquoi éviter le sédentarisme? On nous a dit que rester là, sans rien, tout ça, non. Je suis bien. Pourquoi ne pas prendre sa vie du bon côté, pleinement faire sa vie? Alors tout ça, là, ça entre en idée. Et c'est ça que j'appelle les hygiéno-diététique. Et même associer parfois les compléments alimentaires, éviter absolument à coup sûr certains aliments. Le trop sucré, le trop salé, le trop gras. Ce sont autant de changements qui peuvent désarmer le partenaire dans le couple, mais toujours se rappeler aux bons souvenirs de cette femme fraîche d'antan et davantage s'investir. Car encore plus à la ménopause, chaque femme a besoin de se sentir belle, aimée et désirée. La ménopause.
la ménopause. Parlons politique à présent. Les responsables du fan club de l'imam Shakirou Amoussou sont dans l'Atlantique. Ils sont venus installer la coordination départementale de leur mouvement. Ils en ont profité pour dire leur adhésion aux actions du président Patrice Talon. C'était ce week-end à Ouida. Ghislain Pouguet-Benojobé. D'autre part, le fan club de l'imam Shakirou Amoussou installe sa coordination du département de l'Atlantique. Ils sont venus de Zé, de Tofor Poumassé, Toria, Boumekalavi, Soava et bien entendu de Ouida pour dire qu'ils sont avec Patrice Talon, sa vision et ses actions politiques de développement. Grand hommage mérité à son Excellence M. Patrice Talon pour sa borne gouvernance, son assainissement des finances publiques, sa détermination et son leadership. Chers amis, ayons du sel en nous-mêmes. L'inorganisation, l'égocentrisme, l'ignorance, le suivisme politique et l'accord d'esclavage politique sont les nombreux mots qui minent la saveur de notre génération. Esquivez désormais les envahisseurs politiques de ces départements qui ne font que peindre en noir les nombreuses réformes majeures de son Excellence M. Patrice Talon. Pour les jeunes du fan club de l'imam Shakirou Amoussou, c'est le moment où la jeunesse doit s'affirmer et faire preuve de leadership en politique. Ouida, une ville attrayante, jouera pleinement sa partition pour prôner les idéaux de FASICA, qui sont en étroite connexion avec les programmes d'action du gouvernement de son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon. La coordination installée, celle du département de l'Atlantique, compte 13 membres. Elle est conduite par Ama Amadou. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Emmanuel Vieira est élevé au grade de docteur en géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace. Ces travaux vont certainement contribuer au développement du secteur touristique au Bénin. Arcel Dancy, NSTTGO. Dans le rang des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi, Herbert Emmanuel Vieira est désormais classé. Il s'est donné les armes au master d'intégration régionale et développement de l'école doctorale de géographie et gestion de l'environnement. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en gestion de l'environnement dans la spécialité aménagement touristique. Et le jury a estimé que le sujet est très intéressant et d'actualité. Votre méthodologie a été vraiment dynamique et bien appliquée. Et les résultats auxquels vous êtes parvenus, ces résultats scientifiques et pratiques sont satisfaisants. C'est sur cette base-là que le jury vous décerne la mention très honorable avec les félicitations du jury. Port de Tauge, mention très honorable. Pour en arriver là, l'impétra a dû convaincre. Pendant une vingtaine de minutes d'exposé, le jury composé d'éminents professeurs de l'université d'Abomey-Calavi. Sa thèse est intitulée « La gestion foncière et l'aménagement touristique durable de l'espace littoral entre Cotonou et Ouida ». Le littoral est un espace unique, est un espace qui n'est pas extensible. Et nous n'avons que 125 km de littoral. Et il y a une pression foncière qui s'exerce de plus en plus. Tout le monde veut aller s'installer au bord du littoral. Et les activités touristiques ont été prévues là. Nous avons tous été témoins du projet Route des Pêches qui n'a jamais été réalisé. Et c'est vrai qu'il y a quelques bribes qui commencent à sortir maintenant. Donc c'est pour pouvoir apporter notre contribution à la réflexion sur l'aménagement touristique durable de ce littoral que nous avons travaillé sur ce thème. L'environnementaliste, spécialiste des questions d'aménagement touristique, a captivé l'attention de plus d'un.
Le président du jury revient sur l'importance de ces travaux. Ce travail qui a été fait, comme bien d'autres, sur les potentialités touristiques de notre pays, en prenant cet espace-là, il a ressorti tout ce qui peut susciter, l'envie de venir visiter le Bénin. À en croire les membres du jury, les travaux de Emmanuel Vieira constituent un apport à la volonté du gouvernement de booster le secteur du tourisme au Bénin. Lancement officiel de la phase d'extension du projet 2SD, prestation de services d'assainissement. Le financement de ce projet est assuré par l'USAID et exécuté par PSI ABMS. Il est axé notamment sur la promotion de l'assainissement dans les ménages. Kourou Sablaï et Patrick Nimavo. Nous, les États-Unis, nous sommes à votre côté. Fermeté du ton, traduisant la satisfaction au regard des résultats du projet SSD, prestation des services d'assainissement au Bénin. Nous sommes des amis dans cette lutte pour nos vies, pour les vies de nos citoyens. Les États-Unis, à travers l'USAID, appuient l'extension de ce projet qui garantit un meilleur accès à l'assainissement et à l'hygiène au Bénin. Les États-Unis continueront à s'associer au Bénin dans son parcours de développement en aidant les Béninois à mener une vie plus saine et plus productive. Ce pan de projet implique les entrepreneurs locaux. Ils conçoivent notamment les dispositifs de lavage de mains et surtout ces latrines mises à la disposition de nos communautés à moindre coût. Les objectifs du projet SSD de PSI ABMS sont en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de riposte contre la COVID-19 mise en œuvre sous le leadership de son Excellence le Président Patrice Talon. Stratégie gagnante qui permet aujourd'hui d'assurer le contrôle de la propagation de la pandémie au Bénin. Ce projet vise également à rendre les produits financièrement accessibles à la population grâce à la stratégie de marketing social. Le social qui fait partie de la vision de l'ABMS. La BMS rentre dans une vision de renforcement des marchés pour les faire fonctionner au bénéfice de la population et des cibles pour répondre aux besoins divers de santé de la population. Souvent, quand on parle de marché, les gens pensent que c'est des marchés commerciaux qui n'interviennent pas dans le domaine de la santé. La BMS sait bien que le marché est bien disponible et bien capable et a le pouvoir de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet SSD continuera de marquer sa sollicitude à l'endroit des Béninois jusqu'en septembre 2021 avec comme nouveau challenge aider à dompter le virus de la COVID-19. Dans ce sens, l'école béninoise s'est vue renforcer en dispositif de lavage des mains confectionné par nos artisans. Comment les professionnels des médias doivent-ils traiter l'information en période de Covid-19 ? La question a été posée à l'occasion d'une formation à l'endroit des hommes des médias cette semaine à Boyko, une formation initiée par le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Cyprien Locosso. La pandémie de Covid-19 fait changer les habitudes et cela n'épargne aucun secteur d'activité. Les professionnels des médias, dans l'exercice de leur métier, sont aussi exposés au risque de la maladie et cela appelle à un changement de comportement sur les lieux de reportage, dans les studios, dans les rédactions et aussi dans le traitement de l'information. Cette formation est un creuset d'échange. Le nouveau coronavirus, dit Covid-19, continue donc de sévir. La seule arme qui existe aujourd'hui, c'est donc la prévention. C'est pourquoi le CNPA Bénin a jugé utile d'initier cet atelier de formation, aussi bien sur la maîtrise des gestes barrières que sur le traitement de l'information en période épidémique, notamment la COVID-19. Au cours de cette formation, vous aurez le temps de revisiter vos techniques rédactionnelles qui vous permettront de mieux sensibiliser la population dans vos localités respectives.
Le maire de la ville de Boycon a salué l'initiative. Il en a profité pour montrer combien le travail des hommes de presse est complexe. Je suis heureux que la presse ait en conscience d'adapter l'information à la gravité de la situation. Je ne peux que vous en remercier. Le travail de la presse, votre travail, est un travail complexe. Entre la vérité qui saute à l'œil nu, la vérité qui est manifeste, et ce qu'il faut servir aux populations pour ne pas les affoler, il y a souvent une équation difficile à résoudre. Mais hélas, vous devez opérer un choix. Généralement, ce choix va du côté de l'information qui doit protéger les populations. Plusieurs partenaires, dont la Croix-Rouge, l'ADEJ et l'ARCEP, soutiennent cette formation. Le COUFO vient d'honorer le deuxième rendez-vous du Conseil départemental de concertation et de coordination sous la présidence du préfet. Différents points relatifs au développement du département ont été abordés. Jean-Claude James. Que le COUFO puisse prendre en termes de développement. La séance est ouverte. Une session ordinaire après celle de janvier, deuxième et dernière de l'année. Elle connaît la participation de nouveaux maires suite au communal passé. Selon le préfet, il était nécessaire de revenir sur le décret portant composition, attribution et fonctionnement du CDCC, Conseil départemental de concertation et de coordination. Pour certains parmi vous, c'est le premier baptême. Ici, les anciens sont seulement au nombre de 2, non? Et il y a 4 nouveaux. Vous devez connaître la structure dans laquelle vous allez travailler. Les résultats scolaires de 2019-2020, le partenariat mairie Radio Benondou de Lalo et plusieurs autres sujets ont alimenté les débats. Est-ce que nous allons laisser notre radio? Non. Vous n'avez pas bien répondu. Est-ce que nous allons laisser notre radio? Non. Donc on va s'associer. Il y aura des conventions entre les maires et on va faire en sorte que l'on puisse revoir la radio en termes de réhabilitation. Les résultats aux divers examens de l'année scolaire, c'est important. Il faut les analyser pour voir comment nous pouvons nous mettre ensemble, et toujours ensemble, pour mieux faire l'année prochaine. Et la mise en œuvre du projet ACES. Avant les travaux de cette dernière session du Conseil départemental de concertation et de coordination, Christophe Ouinsou Mengbedji a procédé au lancement de l'épreuve sportive du concours de recrutement d'élèves agents de police. Mise en service de la maison des jeunes de Bassar, c'est dans l'arrondissement de Goumouri, commune de Banikouara. La jeunesse de cette localité a reçu des mains du maire les clés de cet édifice. Aziz Alabé, Moussila Samaïman. Attendue depuis des lustres par la jeunesse de Bassar, la maison des jeunes est désormais une réalité. Un bloc flambant neuf, composé d'une grande salle de spectacle, d'un podium polyvalent, des coulisses, en plus d'autres commodités. L'édifice suscite l'admiration des bénéficiaires. Après tant d'années de démarches, de promesses et d'attentes, la maison des jeunes de Bassar est aujourd'hui une réalité. Ceci grâce à vous, monsieur le maire. Ce serait de l'ingratitude si nous ne vous disons pas merci. Vous pouvez compter sur nous. Comment motiver les jeunes? Je crois que le maire a vu juste avec son conseil communal. Si on jette un coup d'œil, depuis Banikouara, centre jusqu'au niveau de Djougou, je crois qu'on fait partie des meilleurs qui avons gagné une maison des jeunes digne de nom. La jeunesse, c'est le sang du développement et le conseil communal de Banikouara ne saurait se départir de cette vérité. Raison pour laquelle il a débloqué plus de 36 millions de francs CFA du FADEC non affecté 2019 pour répondre à cette priorité. Le conseil communal l'a fait parce que nous sommes convaincus que la jeunesse est vraiment le fer de lance de tout développement. Nous voulons que les jeunes s'adonnent à des distractions saines et nous voulons que notre jeunesse soit une jeunesse épanouie.
Une jeunesse bien sensibilisée, bien éduquée. Notre maison des jeunes est un centre socio-éducatif de la jeunesse de Gbassa, de la jeunesse de Goumori, de la jeunesse de Banikwara. L'exécutif communal n'a pas manqué de rappeler aux populations la nécessité de l'observance des gestes barrières lors de l'usage du joyau. Eh bien, le Conseil national des chargeurs du Bénin a abrité un atelier qui porte sur la chaîne des transports au Bénin. L'atelier donc a été orienté sur la masse brute vérifiée, fondement, responsabilité du chargeur et mise en œuvre du port autonome de Cotonou. Stanislas Limpon a interrogé le premier responsable de ce conseil au thème de cet atelier. Le présent séminaire de formation et de consultation des parties prenantes à la VGM rentre dans la dynamique des axes stratégiques 1 et 2 qui visent l'amélioration et la promotion de la qualité de l'assistance aux chargeurs et une contribution de meilleure qualité à la promotion de la chaîne de transport. C'est pourquoi le CNCB a inscrit dans son plan de travail annuel 2020 l'organisation de sessions de formation au profit des chargeurs et autres acteurs de la chaîne de transport. La vision du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, est de faire du Bénin une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation. Aux côtés de notre ministre de tutelle, M. Hervé Réchomé, le CNCB est résolument engagé à travailler pour apporter sa contribution à l'atteinte de cet objectif noble pour l'économie béninoise. Dans son plan stratégique quinquennal de développement à l'horizon 2022, intitulé comme suit, à l'horizon 2022, le CNCB est une structure commerciale à l'avant-garde de la compétitivité du port de Cotonou, à travers une assistance de meilleure qualité aux chargeurs, une contribution toujours plus efficace à la promotion de la chaîne de transport et une gouvernance interne plus performante. À l'étranger, maintenant, les Guinéens ont voté ce dimanche dans le cadre des élections présidentielles. Et puis en France, les fabricants d'instruments s'activent pour redonner du souffle à leur commerce frappé par la Covid-19. Et aux États-Unis et en Thaïlande, des manifestants sont descendus dans les rues. Et pourquoi? Élément de réponse dans cette compilation de l'actualité internationale signée Lunay Kabazao. Plus de 5 millions de Guinéens ont commencé à voter ce dimanche à l'aube pour choisir leur prochain président. Premier rendez-vous sous tension d'un calendrier électoral ouest-africain chargé et scruté avec inquiétude par les avocats de la démocratie. Ce vote est important parce que ça permettra à l'opinion mondiale de voir jusqu'où le Guinée est mature. C'est pour un peu confirmer notre maturité en matière de démocratie et en matière de société. Raison pour laquelle ce vote est très important pour nous. Je n'ai aucune inquiétude. Tout se passera très bien. J'en suis persuadé. Vous avez vu? Regardez, nous sommes tous là en paix et ça continuera. Qui incarne la révolution aujourd'hui, je peux dire, c'est M. Senoura Diallo. Parce que le racisme, ce n'est pas bon. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les élections se passent bien et qu'après les résultats, on continue notre vie comme avant. Jouer de la trompette, un art risqué, boudé depuis le début de la pandémie de Covid-19, les fabricants d'instruments à vent en France s'activent en coulisses pour apporter toutes les garanties sanitaires à même de redonner du souffle à un secteur touché de plein fouet. On a été obligé de mettre des paravents spéciaux, des écrans, qu'on doit d'ailleurs en plus désinfecter après chaque cours, sachant que nos horaires ont été décalés par rapport à l'habitude, puisque il faut 10 minutes d'aération entre chaque cours.
À cause de l'épidémie, tous les magasins étaient fermés, des magasins d'instruments de musique étaient fermés, qui sont nos clients, les salles de concert étaient fermées, les écoles, les conservatoires de musique étaient fermés, ce qui fait que pendant toute la période du confinement, il n'y a plus eu pratiquement pas de vente réalisée par nous. Alors, on a été impacté à hauteur, comme le secteur des instruments à vent en général, entre 30 et 50%, on va dire, pour la période. Et on retrouve que progressivement aujourd'hui le chemin des ventes. À Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis, des manifestants défilent dans les rues pour protester contre la nomination à la Cour suprême de la juge Amy Coney Barrett, candidate de Donald Trump. Des marches ont lieu dans tout le pays quelques jours seulement avant que le Sénat ne tienne son premier vote pour confirmer la nomination de Barrett en remplacement de la regrettée juge Ruth Bader Ginsburg, leader libéral et icône féministe. Le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci a voté ce dimanche dans un bureau de la partie nord de Nicosie, la capitale de l'autoproclamée République turque de Chypre Nord. C'est à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Akinci pas favori pour remporter un nouveau mandat à la tête de cette république autoproclamée face au protégé d'Ankara, Ersin Tatar. Un second tour dans l'ombre des tensions en Méditerranée orientale. Des milliers de manifestants pro-démocrates bravent pour la troisième journée consécutive l'interdiction de rassemblement à Bangkok pour réclamer la démission du Premier ministre thaïlandais et une réforme de la monarchie. Fondamentalement, nous voulons juste que le Premier ministre quitte son poste et qu'on organise à nouveau des élections vraiment justes. L'autre chose est que nous aimerions leur montrer que le pouvoir est pour le peuple et pas sans lui. Ils ne peuvent pas nous opprimer en utilisant la force. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Biomaman dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.